connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission qui s'inscrit dans une série de podcasts dédiés à notre 2e anniversaire. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans l'épisode consacré à Moon Knight, toujours dispo sur votre appli podcast préféré. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien ? Ça va. 5e saison, enfin on tend vers la fin. J'en peux plus, mais je pense que ça s'entendra. je poursuis donc ma découverte de la série Outlander, création de Ronald D. Moore, pour laquelle on va aborder cette fois la saison 5. Je rappelle qu'Outlander est disponible intégralement sur Netflix. Je vous propose un premier extrait et dans la foulée, on vous dira ce qu'on a pensé du 5e chapitre. The war will change the face of this land. There's always a war coming. But it's for us to decide which ones we fight. What are you doing? Fashioning a circle. Perhaps you can ask those that can travel to and fro to go back and change things. Make things here different. Claire, Brianna, Roger, they all came to this time from another. And because they did, you have everything you've ever wanted. I don't resent you for it. But I must do what I must. And you cannot resent me for that either. Nothing could ever make me resent you. Hélène, comme d'habitude, avant de plonger pleinement dans cette saison 5, est-ce que tu peux nous recontextualiser un peu et nous dire où en était-on ? Alors, où en était-on On était-on Était-on écoute, waouh, tu me prends à chaud comme ça, là, direct, Tu cash. te doutes bien que la formulation est un clin d'œil. J'ai à peine eu le temps de dire bonjour que ça part en cacahuète. Et c'est pas moi, vous l'avez remarqué. Donc, alors, je vais tenter de recontextualiser sans les tétons. Alors, nous avions donc laissé Petit Yann chez les Indiens, qui avait l'air de s'y plaire, hein, faut dire clairement les choses, puisqu'il l'avait échangé avec Roger, le pauvre Roger, qui avait quand même s'était tapé plus de 1000 bornes à pied. Roger, suite à cet effort de marche intense et les cloques qu'il avait au pied, a mis du temps, mais il a finalement décidé d'accepter le bébé de Brianna, et donc Brianna avec, évidemment. Donc ils étaient in love dans le jardin de Tante Jocasta. Et Jamie, lui, venait de recevoir un courrier du gouverneur lui disant qu'il fallait absolument arrêter quelqu'un, son parrain Murtaugh, son parrain chéri. Donc il était un peu, tu vois, chamboulé. Enfin voilà, ils étaient tous, certains heureux et d'autres, on savait que ça allait partir sur une histoire un peu plus politique. Exact, et Jamie va se retrouver pris entre deux feux, qui est d'ailleurs l'un des noms d'épisodes qui figurent dans cette saison 5. Alors, on va reprendre notre questionnaire habituel, et évidemment, d'abord, qu'est-ce qu'elle vaut, cette saison 5 ? Je me demande bien ce qu'elle représente pour toi, Hélène, tiens, vu que toi qui adores cette série. Alors, moi, je te dirais franchement que le générique, déjà, on va commencer par ça. Le générique, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est carrément lyrique. C'est la première fois que je passais le générique parce que franchement, j'aimais pas. Que vaut cette saison 5? Moi, je l'aime bien cette saison 5 à part, le générique. Je trouve qu'elle est riche en rebondissements, qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont davantage développés et bien développés. On laissera toujours de côté les mêmes, hein, pour qui il y a plus rien à faire, je pense, les désespérés. Mais ah ouais, elle est bien, une saison bien développée. Comme je disais tout à l'heure, on partait sur quelque chose de plus politique et bon, je l'attendais avec impatience et en fait non, ça m'a pas plu. Mais la saison en général, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison parce qu'il y a des petites originalités, il y a vraiment des arcs narratifs super intéressants et voilà. Et toi? Alors moi j'étais très énervé en début de saison, c'était compliqué, j'étais assez en colère parce que je l'ai trouvé malheureusement interminable dans son propos. Je trouvais qu'on reprenait des choses qui avaient été bien faites en saison 1, en saison 2, en saison 3, en saison 4, avec beaucoup moins de justesse. J'avais l'impression d'avoir d'une façon différente, un copier-coller dans le
le côté bancal des choses. Le début de la saison, je l'ai trouvé particulièrement bancal. Et je vais vous expliquer après pourquoi à travers certains épisodes. Mais l'épisode pivot, l'épisode 7, était juste génial. À partir de ce moment-là, comme d'habitude, le fameux, l'épisode d'école, à l'image de la saison 1 et de la saison 2, l'épisode 7, les choses s'améliorent, on rentre dans le dur, on rentre dans la bataille, on rentre dans la guerre potentielle, et ça devient beaucoup plus haletant, surtout qu'il y a une scène particulièrement émouvante qui concerne Jamie, et ça allait mieux. Là, j'ai enfin pu être porté par la série, et l'empathie a fonctionné à plein régime, ce qui n'était pas le cas en première partie de saison, où vraiment, je m'ennuyais tellement qu'aucun personnage ne m'intéressait, même les principaux. C'est terrible, c'était dur. On a déjà eu ce cas-là pour la saison 2 en France, rappelle-toi, où ça bascule en milieu de saison. J'ai l'impression que c'est un peu caractéristique, et même si c'était très franc cette saison 5 et la saison 2, ça s'est aussi produit sur les précédentes saisons. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, ça bascule à un moment. Et d'ailleurs, bon, je me suis quand même assez ennuyée sur certains épisodes de première partie, comme le 4, le 2 et le 5. Donc je recontextualise un peu. Le 4, c'est un épisode, je ne sais pas si tu t'en rappelles, c'est choisir sa route avec Jamie et Claire qui partent dans un village, les Browns, pour recruter du monde. Enfin bref, il y a Dr. Rawlings, elle fait ses premières publications, et Roger qui est resté tout seul à Fraser Ridge, qui fait le capitaine. Et là, on s'ennuie, mais mortellement. Oui. Mortellement, quoi. Hélène, t'as vraiment mis le doigt sur l'épisode sur lequel j'ai inscrit d'ailleurs. Je lis texto ce que j'ai écrit, Hélène. La série sur ces 4 premiers épisodes se répète inlassablement, et Jamie et Claire ne sont que des espèces de personnages intermédiaires qui sont là pour régler les histoires des personnages secondaires. C'est totalement bancal, c'est pas intéressant. Heureusement qu'on a la trame de Stephen Bonnet qui est bien vivant et qui joue avec les nerfs de Brianna, tu sais, en laissant des indices près de son bébé. Ça, c'était bien. Mais tout le reste, Claire qui tente de créer de la pénicilline, Josiah et son frère qui souffrent d'infections aux amygdales, Marcelly, on apprend qu'elle sait composer des boissons pour bien dormir et chasser les cauchemars. Ouais. Jamie coincé à Brownsville. Ouais. Tu vois, tout ce que j'ai noté, j'en étais complètement extérieur, sauf la trame concernant Bonnet. Et d'ailleurs, un autre épisode, tout à fait d'accord avec toi, un autre épisode dans le même style où je me suis endormie, c'est l'épisode 2, Entre deux feux. Alors, Roger, lui, il veut rentrer dans une époque précise, il veut retourner dans le futur, bien sûr. Claire, toujours l'histoire du Dr. Rawlings, où elle commence à faire ses publications. Et Jamie avec les régulateurs. Alors là, on s'ennuie, mais c'est à mourir. Cet arc narratif qui était annoncé en fin de saison 4 comme quelque chose de palpitant, on s'ennuie totalement. Et par contre, on a le retour de Bonnet et du Hobbit, enfin je veux dire Forbes, le Hobbit, et on voit que là, il y a un autre arc narratif complètement différent des régulateurs qui se met en place derrière, et finalement, comme tu dis, c'est celui-là qui va sauver l'épisode 2 et l'épisode 4, parce que sinon, on s'ennuie mortellement. Ouais, le 2, il était dur, il était très très dur. Par contre, j'ai relevé juste, pardon Hélène, j'anticipe un truc what the fuck, mais on y reviendra aussi sur d'autres what the fuck. J'ai noté n'importe quoi, il y a des combats entre femmes hyper violents à Wilmington, façon Fight Club. J'ai noté ça. Mais oui, et moi c'est le seul truc qui a sauvé l'épisode, c'est le combat de boxe féminin entre les 2 nanas où Bonnet regarde et elles se mettent la tête dans la boue. Tu vois, c'est le seul truc qui a sauvé cet épisode 2, quoi. Enfin vraiment, à N'importe part quoi. ça, on s'ennuyait. Je sais pas si l'épisode 5 te parle, je me suis ennuyée aussi, mais mortellement, c'est Adoration perpétuelle. Donc on a Claire qui est un malade qui meurt d'un choc allergique dans le futur, en 1969, et Jamie qui tue le Knox, là, le général ou je sais pas quoi, le soldat anglais là, qui avait buté un Oui. des régulateurs direct cash, machin. Il maquille son crime et tout. Et le final formidable de cet épisode 5, Jamie ramène un chaton à Claire. Oui, il s'appelle Atso. Non mais franchement, cet épisode aussi, là, non mais on se dit, non mais attends, Trop on a drôle. l'épisode 5 déjà. Voilà, on s'ennuie, quoi. Le 4, le 2, le 5, ça a été mortel, à part le combat de boxe. Quand on arrive à focaliser sur l'animal, tu vois, comme Rollo ou comme Atso maintenant, ça en dit long sur la qualité de... Oui, Quoique oui. on est sensible aux animaux, Hélène aussi. Dès qu'il y a un animal, ça y est, on oublie un peu tout le reste. Voilà, c'est ça. Et heureusement qu'Atso était là, franchement, parce que cette bête, elle a relevé un peu le niveau de l'épisode et ça s'est fini sur un truc positif, un chaton. Comme d'hab, tu sais, quand t'es stressé, regarde des photos de chatons, voilà. Fais attention, Sasona. Pourquoi? Je l'ai trouvé.
dans une ruelle. Il attendait le lait de sa mère. Je pouvais pas l'abandonner. Il a pu survivre en se nourrissant de vers de terre et des bestioles. On a eu le coup de foudre l'un pour l'autre. C'est vrai, hein, Atso? Atso? Est-ce que c'est vraiment un nom? Oui. Le chat de ma mère s'appelait comme ça quand j'étais enfant. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Des vers de terre et des bestioles. Je suis sûre que tu tuerais pour avoir une soucoupe de lait. S'il a un peu de lait, il sera content. Il empêchera les souris d'entrer dans ta salle de consultation. Il faudrait que ce soit de minuscules souris alors. Bon, après, il y a pas que du mauvais, hein. Certes, le chaton nous a détendus, mais il y a quand même moi, je voudrais quand même saluer certains épisodes de cette, saison qui commence, comme tu dis, à l'épisode 7 et donc là, voilà, cet épisode, je pense que c'est ton préféré aussi, j'ai cru Oui, il fait comprendre. partie des préférés. J'en ai relevé deux, Hélène. J'ai noté le saison 5 épisode 7 et le saison 5 épisode 12. Moi, j'ai mis le 8 en deuxième épisode préféré. Oui, il est bien aussi, oui. Ouais, donc c'est vrai que cet épisode 7 qui fait la bascule, il est formidable, quoi. Très belle scène de bataille et j'ai beaucoup aimé de nombreux moments touchants concernant Murto et concernant Jocasta. Voilà, c'est vraiment plein d'événements qui, malgré le contexte qui est franchement pas engageant pour le téléspectateur, on arrive quand même à être ému et j'ai trouvé cet épisode assez fort. C'est fou d'avoir réussi à mettre de côté des éléments plus politiques, plus techniques, plus dans la négociation et d'arriver à y glisser enfin et à une juste mesure de l'émotion. Voilà. On a même il y a Tout un à fait. j'ai noté quiproquo de merde hein, et ils ont réussi à pourtant rendre ça vivant. Non, mais on peut donner aussi la médaille, du mec qui a pas de bol à Roger. Parce que Roger, il est souvent confondu avec quelqu'un d'autre, le pauvre. Et là, pour le coup, ça s'est super mal fini pour lui. Enfin, le mec, tu vois, il est toujours prêt à tout. Roger, c'est un petit chien fou, tu sais, qui est toujours d'accord pour faire les trucs pourris, quoi. Non, non, mais laissez, je vais y aller. Et puis, non, mais il lui arrive des trucs de dingue. Et est-ce que tu as remarqué que dans cet épisode 7, donc Roger reconnaît une dame qu'il a sauvée dans le bateau qui était son ancêtre. On en avait Oui, parlé en saison 3, je crois. oui. Et il avait sauvé cette dame et son bébé parce qu'il se doutait bien que s'il les sauvait pas, il n'existerait pas non plus. Et donc il retrouve cette dame, sur le camp où il est parti porter un message à Murtock, tu vois? Le gars hyper courageux qui enfin, il a quand même merdé avec sa petite pochette dans sa poche, quoi, enfin, sa petite, fleur jaune, je sais plus ce que c'était là dans sa poche Oui, qui voilà, son maillot de joueur. c'est c'est une espèce de fleur pour indiquer qu'il fait partie de la milice de Jamie face au régulateur. En gros, pour résumer, les Anglais étaient en rouge, les régulateurs étaient en bleu, donc Roger avait un maillot rouge, il l'a bourré dans sa poche pour courir chez les bleus, envoyer un message à Murtogg et tout à coup, il se dispute avec quelqu'un qui est son ancêtre, en fait, parce que le mari il voit la dame, il commence à se taper la discute et comme un bon mec du XXe siècle, il la prend dans ses bras pour faire un câlinou, ce qui est super mal perçu au XVIIIe siècle Ben oui, et là, le mari arrive et le mari avec sa perruque, vous l'avez tous reconnu, je l'ai même pas c'est reconnu. McTavish, l'acteur qui jouait Dougal dans la saison 1. Ah, c'est lui jeune Mais quoi. oui, monsieur, mais Bah, j'ai même pas relevé. avec Avec des ses cheveux et un cheveux gros nez. longs, Mais j'ai même pas ouais, relevé. c'était Dougal Mackenzie, l'acteur, c'est Brian McTavish, je crois. Je suis pas sûre du prénom, mais Que c'est j'aime McTavish. beaucoup en plus, ouais. Et Mm. ouais, et tu l'as Bah, pas j'ai même pas reconnu? fait. C'est Ah lui bah, qui tarte à nouveau Roger. sincèrement, j'ai même pas vu parce qu'il y avait une espèce de visage un peu boueux, tu sais, il faisait pas très propre sur lui, quoi. Genre, on vit dans la campagne, quoi. Ah bah, c'était Ouais, ça, ouais. bah, merci pour l'info, j'avais même pas relevé. Voilà. Moi, les moments d'émotion, oui, évidemment, à la fin, parce qu'il se termine d'une façon quand même dramatique, il faut le dire, hein. Oui. C'est ultra dramatique, là. C'était Ça finit en mode peut-être que Roger est mort, peut-être qu'il est pas mort. Voilà, ça finit comme ça. Sur une pendaison. ben ouais, sur le coup, il est mort. On pense qu'il est mort, hein. Il y a qu'à l'épisode 8 où on sait qu'en fait, non, qu'il respirait encore. Mais on a quand même Murtock qui meurt. Et non, pour prolonger, tu disais que c'était ton préféré avec le 8, donc tu as aimé le Oui. procédé flashback entre Roger qui a rejoint Fraser's Ridge aux côtés de sa femme et le Roger en train de subir cette pendaison. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai aimé cet épisode parce qu'en fait, il y avait des petits flashbacks justement, mais en noir et blanc, mode cinéma muet. Donc franchement, ouais, cet épisode m'a plu aussi. J'ai trouvé que c'était, un syndrome de stress post-traumatique lui aussi parce qu'il n'avait pas eu de son son périple avec les Indiens.
super étonné quand même. Il faisait encore le chien fou, mais là, je pense que là, ça l'a calmé définitivement. Il a quand même été pendu. Donc le mec, il est muet, il peut plus parler et on voit qu'en fait, c'est du SSPT, qu'il est complètement, figé quoi dans le passé et cet épisode de cinéma muet, j'ai trouvé ça, vraiment, intéressant. La vision, tu vois, de comment lui, il a vécu les choses et tout, c'était super intéressant. Moi, j'ai bien aimé aussi le 8. Non seulement tu ne parles pas, mais tu ne fais plus aucun effort. Je sais à quel point tu as souffert. Et je sais que tu as dû avoir vraiment peur. Mais moi aussi, j'ai vécu quelque chose d'affreux. Un épisode sombre et douloureux et vraiment horrible. Et tout ce que je voulais, c'était ramper dans un trou et me laisser mourir. Et il m'arrive parfois de le vouloir encore. Mais je n'ai rien fait. Et je ne le fais pas. Parce que j'ai un mari et un fils qui ont besoin de moi. Alors je fais des efforts. Je me suis battue pour nous. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de toi. Jem, lui aussi, il a besoin de toi. Et toi, c'est lequel alors? Mais j'ai ajouté quand même le saison 5 épisode 12, le dernier de la saison. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un épisode qui est prenant, qui est brutal, qui malmène pleinement son héroïne, mais à fond, et qui fait fonctionner l'empathie ouais, à fond. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la volonté de continuer d'avancer de Claire qui se laisse pas bouffer par la sauvagerie de ceux qui vivent dans ce siècle-là. Donc Ouais, voilà. elle sort de son propre corps, avec une imagination, et pourtant elle imagine des trucs carrément gore avec, cette musique-là, Never My Love. J'ai regardé, je pensais que c'était une musique, assez ancienne et pas du tout, c'est 2013. Tu vois, ça fait vraiment un 70s, pardon. Donc j'ai trouvé ça, ouais, cet épisode 12, moi je l'ai trouvé alors bon, je t'avoue que je l'ai classé aussi moi, l'épisode 12, mais plutôt dans Mhm. les épisodes où j'ai vraiment été, émue. Parce que la pauvre, elle morfle quoi et moi, c'est plus l'émotion qui m'a prise, dans cet épisode et pour en revenir à l'épisode 8, c'était aussi l'émotion, parce que quand c'est l'épisode 8, on voit revenir petit Anne et les 2 dépressifs, hein, partent en forêt tous les 2 et on se doute pas de qui va sauver l'autre et je trouvais que c'était un beau moment aussi, tu sais, par rapport à tout ça, à la volonté de Roger qui est aussi quelqu'un de on retrouve le Roger volontaire et une sacrée force de caractère et là, dans l'épisode 12, c'est ça qui m'a émue aussi, c'est, la volonté de Claire, de s'en sortir et comment elle sort de son corps pour réussir à surmonter Ouais. cette épreuve, et apparemment, dans les sites de fans pour ton épisode 12 que tu aimes là, avec les scènes qui sont tournées dans les années 70, apparemment l'orange est un symbole de quelque chose. Enfin, j'ai pas tout retenu, mais Mm. il y a des, messages, subliminaux. Ça fait très Amélie Poulain hein, dans la coloration de l'image. Ouais et en fait, il y a des symboles, des couleurs, je me rappelle que l'orange signifie quelque chose parce qu'apparemment je sais plus dans quelle saison, Claire donne une orange à Jamie ou il y a un truc comme ça. Il y a des fans qui ont repéré tout ça et Eh tu ben. peux regarder, ouais, sur internet, tu vas trouver interprétation de l'épisode 12, Mm. de Outlander et tu verras, il y a pas mal de petits trucs auxquels tu penses pas parce qu'elle imagine que Brianna et Roger ont eu un accident de voiture. C'est ça, en fait, elle est prise d'espèces de visions qui viennent la hanter sur des événements un peu parallèles qui potentiellement auraient pu se produire. C'est une espèce de réalité parallèle qu'elle s'invente sur le moment, à base de visions. Alors, les fans ont repéré qu'en fait, les parents de Claire, on n'en parle pas, mais les parents de Claire sont morts apparemment. Je peux peut-être me tromper, donc si je me trompe, faut me corriger. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous savez. Voilà, apparemment, les parents de Claire sont morts dans un accident de voiture. Donc, si tu veux, elle se dissocie de son corps et enfin, c'est vraiment spécial. Il paraît qu'il y a une analyse qui a été faite de cet épisode qui est super intéressante. En tout cas, on y revient, hein, c'est toujours la question du trauma. Il y a eu les traumas de Jamie en fin de saison 1 et comment on se reconstruit après ça. Et c'est un allié extrêmement précieux pour sa reconstruction à elle. Et tu te souviens de cette tirade, Hélène, qu'a Claire et qui dit, et elle raconte tout ce qui lui est arrivé dans ce siècle. Et elle dit, c'est pas ça qui va m'arrêter en gros. Et ça, c'est plutôt bien fait. Elle refuse de se laisser abattre, vraiment une sacrée volonté parce qu'elle se fait vraiment défoncer la pauvre, hein, et non, non, mais vraiment, une volonté, à toute épreuve, quoi. Parce qu'en fait, elle résume tout ce qu'elle a vécu dans sa vie et de difficile et ouais, ouais, c'est émouvant, c'est un épisode, moi, c'est l'épisode qui m'a le plus émue, tu vois?
Pour mettre des mots bien précis, pour ceux pour qui dans leur esprit Outlander est un peu lointain maintenant, Claire subit un viol, déjà une première tentative de viol, ensuite un viol, ensuite une lacération au niveau de la poitrine, enfin des coups au visage, tout sur son corps, le dos, les bras, voilà pourquoi, évidemment, quand vous voyez ça, vous êtes profondément ému, et c'est normal, Hélène, que tu l'aies classée là. Elle a subi un viol collectif, quoi. Ils sont tous passés dessus, puisque quand finalement, bon, cet épisode se termine bien, puisque Jamie la retrouve. Et d'ailleurs, Roger prouve encore sa bravoure ce jour-là, même s'il est, il va rester un peu traumatisé aussi. Ils sortent pas tous indemnes de cet épisode. Et elle lui demande qui l'a violé. Et elle dit, je sais pas, parce qu'en fait, ils étaient tellement nombreux la pauvre, elle est complètement, voilà, traumatisée, quoi. Et elle s'en sort encore une fois. Enfin, moi, je salue quand même l'écriture des personnages parce que, tu vois, Jamie, c'est un personnage formidable avec une force de caractère monstrueuse et toujours un petit fond d'humour. Roger, ben, moi, j'adore aussi ce personnage, franchement. Moi, ça dépend. Voilà, et Claire. Il y a des moments où l'empathie fonctionne, il y a certaines saisons où... Ouais, mais là, tu vois, moi, je l'ai reclassé comme mon personnage préféré. Bon, comme quoi, hein, ok, très bien. C'est ton personnage préféré de cette saison alors? Moi, c'est Voilà, Jamie et que toi? j'ai mis, tout simplement. Jamie, parce que, pardonnez-moi, hein, il y a des fans hardcore qui nous écoutent et tout, donc je veux le dire de façon bien précise encore dans ce podcast. Sam Egan, j'espère que je prononce bien son nom, est un formidable comédien. J'insiste, il est extraordinaire, il est génial. Je vais reprendre un argument qui avait été donné par un certain Pierce Brosnan, ancien James Bond, qui disait quand Daniel Craig avait joué dans Skyfall, il disait, donc ce qui était le troisième Bond de Daniel Craig, il disait que Daniel Craig a réussi à parfaitement habiter James Bond, il n'y a rien à dire, il est parfait dans son rôle. Et bien cette phrase-là, ce compliment-là, je l'adresse à Sam Egan, qui est tout simplement parfait. Non. Ça me fait penser un peu à DiCaprio, quand il n'avait que des rôles de jeune homme et que Scorsese est venu le chercher et avec le film Gangs of New York en faire un homme à l'écran, en faire un père de famille potentiel, en faire un grand-père potentiel. C'est exactement ce que je retrouve avec ce comédien. Je ne dis pas qu'il est au niveau de DiCaprio, faut peut-être pas exagérer non plus, hein, mais il est bon dans son incarnation, très bon dans ce qu'il a à faire là dans cette série. Voilà. Ouais, c'est Pardon clair. Hélène, Oui, bah, je suis expansif. je plus sois. C'est clair que Samuel Gahn dans ce rôle, il est formidable. Bon, moi, je l'ai vu aussi dans d'autres films où et tu vois, c'est un rôle peut-être même, qu'il incarne tellement bien et on sent qu'il y met toutes ses tripes parce que même dans sa relation avec l'actrice, Catriona Balfe, je ne sais pas si j'écorche pas son nom moi aussi, c'est tellement fusionnel leur relation et pas que, lui, il est même fusionnel avec son rôle, ce qui fait que comme pour certains acteurs comme, Rick de The Walking Dead et cetera, quand je l'ai retrouvé dans d'autres films, j'ai eu du mal parce que moi, il incarne tellement bien Jamie, dans tous les moments de sa vie, comme tu le dis, très, très, enfin justement. D'ailleurs, l'épisode 7 commence sur les 50 ans de Jamie, c'est son anniversaire. Oui. Et le gars, il est, mais enfin voilà, même grand-père quand il joue son rôle de chef, de jeune foufou et tout, mais il est tout le temps excellent, quoi. En fait, pour toi, Hélène, Sam Egan est vraiment iconique et c'est difficile de le voir dans autre chose, quoi. Oui, tout à fait, parce que je l'ai vu après dans d'autres, films, hein, qui d'ailleurs sur Netflix, qui sont sortis avec lui et je pense qu'en fait il a raison de faire d'autres choses à côté parce que là il se fait complètement bouffer par, Jamie Fraser. Il investit tellement le personnage que c'est difficile pour nous, heureusement qu'il a pas attendu 6 saisons avant de faire autre chose à côté, qu'on puisse le voir dans d'autres films qui sont pas trop mal d'ailleurs sur Netflix. Il y en a un où il joue un tueur psychopathe. Alors c'est pas du tout lui quoi, mais en fait si, c'est un très bon acteur quand même. C'est pas lui qui mais il investit tellement ce rôle que tu vois, c'est compliqué pour nous. Tu as remarqué, Hélène, au niveau des crédits, lui, donc Sam Egan et Catriona Balfe sont désormais producteurs, donc ils sont encore plus investis dans la série. Puis ils valident encore plus tout ce résultat final, quoi. Ouais, non, j'avais pas vu qu'ils étaient si, il me semble que je l'ai vu, mais j'ai pas trop tilté. No, I have lived through a fucking world war. And I have lost a child. I lost 2 husbands. I've
been starved with an army, and I've been beaten, and I've been betrayed, and you know, I've been imprisoned, and I was not. I survived. And this. I am supposed to be shattered by this. Well, I won't be. Honnêtement, plus ça avance, est-ce que tu as trouvé que les personnages secondaires ont commencé à prendre plus d'importance, toi, en ce qui te concerne? Difficile ta question, ça dépend lesquels. Pour être très honnête, j'ai beaucoup mis personnages que je déteste par-dessus tout, certains personnages secondaires. J'ai pas listé parce qu'ils sont assez nombreux. Et j'oublie, excuse-moi Hélène, il y a tellement de noms. Tu vois, c'est ça qui m'use aussi dans la série, c'est que depuis la première saison, je suis noyé sous les noms. Je cherche dans les personnages secondaires, il y a une affection qui grandit pour Marsali, je dirais, parce qu'elle est bonne patte, tout simplement. Elle respire la gentillesse. C'est l'antithèse de Lyrie. Ah, tout à fait, ouais, c'est clair. Je la garderai, elle, qui me touche. Fergus, parfois m'indiffère, parfois m'agace. Je cherche. John Grey, on le voit, mais pas autant que j'aimerais. Mais quand il apparaît, il est toujours aussi précieux. Évidemment, petit Yann, que j'aime beaucoup, malgré son changement de physique. Ah, Hélène, elle valide pas. T'aimes pas petit Non, Yann, il te moi, saoule? petit Yann, non. Je sais pas, quand il est revenu avec son air grave, là, je le préférais quand il était un peu rigolo. Quand il est revenu avec son air grave et qu'il part dans la forêt avec Roger, bon, après, non, je trouve que le personnage est pas super développé, à part que c'est le gars un peu atypique, qui est coiffé différemment des autres. Voilà, c'est la seule profondeur que je trouve à ce personnage parce que je lui ai transformation hyper brutale. On n'a pas, en fait, je pense que c'est le fait de ne pas voir l'évolution de sa personnalité, hein, il est devenu un homme en fait, et on n'a pas suivi cette évolution parce qu'elle s'est passée chez les Indiens, et du coup, ben, pour moi, c'est trop brutal. On a le résultat final et en effet, on n'a pas tout le passif, tout le background de pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il prend cet air si grave. En fait, j'ai remarqué, Hélène, depuis qu'on parle d'Outlander, depuis la saison 1, tu n'aimes pas les passages où les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, deviennent mutiques. Quand ils s'expriment, sont dans une forme d'économie de mots. Ça, t'aimes pas, j'ai remarqué. T'aimes pas qu'ils passent par des phases comme ça. Qui ça, petit Yann? Parce qu'il y a qui En d'autre qui a général, fait ça? je me souviens de Jamie Ah en bon? début de saison 3, quand il était Ah devenu oui, un oui. ermite avec les cheveux longs, la barbe. Non, mais Ça te... c'est pas parce qu'il parlait pas, parce que moi, Jamie, même quand il parle pas, il me plaît. Ah, Non, bah, tu ça vois. y est, c'est reparti. Non, j'ai pas aimé parce il avait une sale gueule, il était mal coiffé et il était tout sale. Et il faisait vraiment, tu vois, le mec. Enfin voilà, ça faisait Daryl de The Walking Dead, quoi, tu vois. C'était un peu trop hard pour moi. Et là, quand Petit Anne est revenu, certes, il était pas sale comme Daryl, mais ouais, c'était un peu. Je Et tu comprends. vois, autant la peine de Roger, je l'ai comprise, l'état dépressif de Roger, j'ai pu le comprendre, son stress post-traumatique. Autant Petit Anne, parce que j'ai pas suivi vraiment ce qui s'est passé. Non, c'est vraiment pas le fait qu'il parle pas ou qu'il soit méchant ou quoi, tu vois, mais ou qu'il soit un peu bizarre. Ce qui m'a pas plu vraiment, c'est j'ai pas réussi à accrocher avec son développement. J'espère d'ailleurs qu'on l'aura en saison 6, le pourquoi et ce qui lui est arrivé. Il explique qu'il a perdu sa femme, on sait pas pourquoi, comment. Voilà, ce serait bien de donner un peu plus de billes. En tout cas, moi, là où j'en suis au niveau de la saison 5, ben, pour l'instant, on sait pas. Donc, c'est pas terrible. Je peux comprendre que tu aies ce point de vue, mais je trouvais ça bien quand même qu'on le fasse grandir. Qu'il arrête d'être petit Yann et Mm. juste Yann. Oui, donc ça c'est donc toi en fait les personnages que tu détestes, enfin tu les détestes pas vraiment, mais t'as pas réussi à accrocher avec les rôles secondaires. Ouais, parce qu'ils ont pris, à mon goût, comme je l'expliquais tout à l'heure, un peu trop de place dans les premiers épisodes, tu vois. Et Jamie et Mm. Claire étaient limite à leur service et devenaient intermittents alors que c'était des rôles principaux. J'avais un peu plus de mal. Pour résumer, pour ceux qui suivent la série, qui écoutent cet épisode et qui suivent la série, qui connaissent tout sur tout, tout le passage sur Brownsville, j'espère que je prononce bien, Brownsville, Mhm. tout ce passage-là dans cette ville-là, où on a donné plus de billes aux personnages secondaires, ne me plaisait pas. L'affection n'est pas aussi grande que, je dirais, le cercle familial resserré. Il y a juste Jocasta, que j'aime bien, Ulysse aussi, Oui. que j'aime bien, voilà, Mhm. que je sauverai. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on voit beaucoup plus que je sauverai pas. D'ailleurs, tu vois, Jocasta, en termes de personnages secondaires, on a quand même eu un épisode, c'est l'épisode 6, où on voit ce qu'elle a vécu, cette femme, pour devenir comme ça. Parce que c'est vrai qu'elle était un petit peu, tu vois, froide, on savait pas trop comment la classer. Et dans l'épisode 6, justement,
que moi j'ai classé, quand même dans un de mes épisodes où j'ai bien aimé. On a l'histoire de Jocasta, en fait, ce qui lui est arrivé, la mort de Oui. sa fille, comment elle s'est retrouvée mariée, c'était pas mal aussi qu'on en sache un peu plus sur Jocasta et là, j'ai été émue, parce que j'ai pas vu de changement de personnalité. On la connaissait comme ça, on a juste compris pourquoi elle était comme ça et tandis que Petit Yann, sa transformation, ça m'a pas plu et par contre, moi, les personnages que j'ai détestés, mais les rôles secondaires, je reviendrai après dessus pour d'autres raisons, dans les arcs narratifs, mais les Mmh. personnages que j'ai détestés, bah, moi, c'est Lionel Brown, déjà, rien que pour l'acteur. Il joue toujours le rôle de méchant et je sais pas où je l'ai déjà vu. J'ai pas Tu creusé pas le truc, regardé? mais je rigole parce qu'il cabotine à mort, il a la même expression. C'est pas le méchant qui m'intéressait le plus. C'était plus intéressé par Bonnette. J'ai quand même gardé du 10 au 12 comme arc narratif qui m'a plu, même si je sais, Hélène, à la fin du 10, c'est plus le même arc narratif, je sais. Mais j'ai quand même mis cette continuité-là parce qu'on a deux méchants, quoi. Et ça a donné du Oui. peps à la saison. Mais j'aime pas, en tant qu'acteur, ce qu'il fait, on l'a déjà vu 10 000 fois, quoi. Oui, 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 non, c'était, moi cet acteur, je sais que sa tête me dit quelque chose, je sais pas où il était, et donc moi c'est lui, je l'ai détesté. Et par contre, je n'ai pas mis Bonnette dans mes personnages détestés, puisque j'ai trouvé qu'il y a un épisode justement, donc puisqu'on parle des arcs narratifs, j'imagine que tu parles de celui-là avec Bonnette. Je sais plus les. Je dois avouer que j'ai plus les Il y a noms un des arc, épisodes en tête. alors en fait, Bonnette, bah, dès le début, quand je te dis on retrouve Bonnette, qui prépare un sale coup avec, le Hobbit, c'est dès l'épisode 2, on voit que Bonnette, qui est toujours vivant bien sûr, pense que Jérémia, le fils de Brianna, est son fils Oui. et le Hobbit, Forbes, étant le notaire de Jocasta, et puis que Bonnette fait des affaires un peu avec tout le monde d'ailleurs, avec tous les gogols du coin, enfin les genre, monsieur Weasley là qui est tout farineux avec sa mouche, il apprend par Forbes que, cet enfant va devenir l'héritier de Jocasta et donc de tout Riverrun. Et Bonnette, pensant être le père de l'enfant, puisqu'il a eu plus ou moins des aveux de la part de Brianna quand il était en prison, juste avant qu'il y ait une bombe qui explose, etc., pense pouvoir récupérer l'héritage de Jocasta et il monte déjà son plan avec le Hobbit, Forbes, Mm. en épisode 2. Donc tu vois, cet arc narratif, il commence déjà assez tôt, épisode 2. Oui. Et c'est super intéressant parce qu'après, on voit au mariage de Jocasta, de la même façon, on continue l'arc narratif de Bonnette sur 2 axes, c'est-à-dire l'axe où Bonnette prévoit de réclamer la garde de Jérémia et peut-être ou pas Brianna, et aussi Jamie et Roger qui apprennent qu'il est vivant et qui veulent le retrouver pour le tuer. Mhm. Donc moi, c'est l'arc narratif que j'ai préféré, tu vois, toute cette histoire avec Bonnette. Bon, après, il enlève Brianna pour justement tenter, quelque part de vivre quand même avec la mère de son enfant parce qu'il se doute bien que s'il tue tout le monde, tant Jocasta, c'est prévu qu'il la bute, hein. Enfin bref, tu vois, c'est Bonnette dans toute sa splendeur, sans aucun cœur et il raconte quand même une histoire à Brianna et moi j'ai trouvé ce moment, émouvant parce qu'il explique son enfance à Brianna et limite elle a même de l'empathie pour lui, tu vois? Parce qu'il l'a enlevé, voilà, enfin bref. Non, j'ai beaucoup aimé il lui, quand il la kidnappe, donc et que évidemment elle a peur de subir un viol, Brianna, et elle prend le soin de dire si vous voulez me traiter comme une grande dame, écoutez-moi prendre le soin de vous raconter une histoire. Elle tombe sur un vieux bouquin, genre l'art de l'agriculture ou je sais pas quoi, et elle Ouais, c'est commence à ça. lui déclamer Moby Dick. Et à une moindre mesure, hein, parce que Bonnette c'est une raclure, on nous humanise Bonnette le temps d'un épisode et j'ai trouvé ça fabuleux la façon dont ça a été fait. Ouais. Mais tout à fait et en plus, tu vois, on apprend un peu, comment il est devenu un psychopathe parce qu'il faut le dire et qu'il a 2 c'est les 2 faces d'une même pièce parce que rappelle-toi, il joue toujours avec une pièce à pile ou face et en fait, c'est Bonnette. Bonnette, c'est quelqu'un, qui, il est ignoble, enfin, c'est un psychopathe. Avec ce caractère-là, ce masque-là, il cache, vraiment une enfance terrible et Brianna s'en rend compte. D'ailleurs, bon, il échoue, hein, on va le dire, clairement, il échoue dans l'arc narratif, il Mm. échoue à enlever, Brianna et à enlever Jérémia, puisqu'on voit qu'il avait laissé des petites poupées à Jérémia, et cetera. Donc il avait bien préparé son coup. Comme tu disais tout à l'heure, l'ombre de Bonnette se volait au-dessus de Fraser Ridge. Et donc ils finissent par, choper, Bonnette et ils le tuent pas.
Donc tout le monde est d'accord pour pas le tuer, donc il est arrêté, il est jugé, etc. Et il raconte à Brianna, quand elle lui raconte l'histoire de Moby Dick, etc., il lui fait part d'une hantise qu'il a eue, c'est qu'il a failli mourir noyé et que dans ses cauchemars, c'est ce qui revient, il a peur de mourir noyé. Mhm. Et là, il est condamné à être noyé. Et t'as Brianna dans un dernier élan d'empathie, malgré ce qu'il avait prévu de lui faire à elle, à son fils, qui vient l'achever. Ben là, c'est clairement, quand il y a eu cette scène, je me suis dit clairement qu'on est dans tout l'aspect féministe de la série, quoi. C'est la revanche de la personne agressée qui s'en prend à son bourreau. Je sais pas si vraiment elle voulait abréger ses souffrances. Je crois elle voulait surtout s'assurer qu'il est mort, non? D'un côté, elle voulait s'assurer qu'il était mort, mais de l'autre côté, quand il lui raconte son cauchemar, il lui dit bien qu'il voit l'eau arriver sur lui, qu'il a l'impression qu'il va se noyer. Et là, il le condamne à mourir noyé. Et quand Roger il demande à Brianna, c'était pour savoir, pour être sûr qu'il soit mort, elle répond pas. Parce qu'en fait, elle sait que lui, son truc, c'était l'angoisse de mourir de noyade, en fait. Et donc, quand là, il est condamné à être noyé, bah, je pense que c'est un ultime geste d'empathie. Moi, je le vois comme ça. J'y avais pas pensé parce que rappelons hein, que dans la saison précédente, il s'est échappé d'une prison suite à l'explosion. On pensait qu'il était mort alors que non. Voilà. Pour moi, elle voulait juste terminer le travail et comme elle vise bien en plus, on s'est servi, je trouve, au bon moment et à bon escient d'une des compétences de Brianna qui pour le coup m'a peut-être moins saoulé dans cette saison. Elle m'a pas plus embêté que ça dans la saison 5 finalement. This book is a good one. I think you'll like it. The mysterious sea captain of the Pequod was a man named Ahab. He stood on two legs, one of flesh and bone. The other one was made out of the bones of a whale. His leg had been taken during a voyage by another monstrous white whale, known as Moby Dick. This is one of Jeremiah's favorites. My son likes tales of the sea. Captain Ahab nailed a doubloon to the mast of his ship and swore that there would be a great prize for the first man to sight the whale. He said they would stop at nothing until they found him and killed him. Oh. Please keep reading. Quel est ton arc narratif préféré, toi? C'était difficile de choisir en fait. Le même que toi, je dirais, celui de tout ce qui concerne Bonnette, en vrai. Mais on peut y inclure également les deux derniers 11 et 12. J'ai bien aimé ce remplacement et ce règlement de compte qu'il doit y avoir avec Lionel Brown. Même si ce que nous propose l'acteur, j'ai trouvé son nom, Ned Deney. Il a joué Charlie Strong dans Peaky Blinders. Ah, mais oui. Dans Good Omens aussi, il a joué. Good Omens, il jouait le rôle de Astur. Oui, bah, c'est une histoire entre un diable et un ange qui s'associent pour tuer le Messie, enfin pas le Messie, l'Antéchrist. Donc vous pouvez le retrouver dans toutes ces séries-là. Et c'est très classique ce qu'il proposait dans Outlander, mais ça se regarde. Ouais, je dirais la même trame que toi, surtout Bonnette, parce que je trouvais que c'était vraiment... Je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, un méchant peut-être pas aussi brutal et torturé que Randall, mais d'une autre façon. Il est également complètement barge, mais j'ai bien aimé aussi ce côté piraterie classique proche de Black Sails qui est sympa. D'accord. Et l'arc narratif que tu as le moins aimé? Les 3 premiers épisodes, quoi. J'inclus même le premier épisode de la saison qui est vraiment pas bon. Ça commençait très mal, hein. Vraiment, j'ai écrit hein, dans mes notes, Hélène, je te maudis. La croix de feu. Mais moi aussi, j'ai détesté l'épisode 1, la croix de feu, j'ai détesté, rassure-toi. 1, 2, 3, Soleil, non, c'est pas Squid Game, mais vraiment les épisodes 1, 2, 3, c'était dur. J'ai noté, Hélène, que l'épisode était trop long et que j'avais vraiment l'impression de mater un téléfilm des sagas du dimanche des années 90 de l'époque, tu sais. Mes parents mettaient ça quand ils voulaient pas me laisser regarder Walker Texas Ranger sur la une, donc du coup j'ai noté je te maudis. Voilà. Bon, il y a quand même eu des moments un peu drôles, quoi. Il y a rien qui t'as pas eu de moment où ça t'a réveillé. Si, bien sûr, on commence par celles qui font rire. J'ai souri, j'ai pas ri aux éclats, mais j'ai souri, quoi. Quand il y avait le mariage, Brianna et Roger, en début de saison, scène marrante de danse entre les deux, et à un moment donné, il y a une soirée, enfin il y a un jeu autour des proverbes
pour faire travailler ta diction. Un chasseur Ah sachant oui, chasser sur son chien. Et si t'arrives pas à le dire, eh ben si tu bafouilles, tu picoles. Et ce que j'ai aimé, c'était trop drôle de voir John Grey qui est toujours posé, qui est toujours sage, qui se lâche, qui participe au jeu. Moi, ça m'a fait rire, voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait rire, Hélène? J'ai appelé ça le pong, pas le pong, enfin c'était pas un pong bière, mais c'était un black bière quoi, un truc, tu sais, comme tu dis, les petites phrases là, à dire un chasseur sachant chasser sans son chien est un mauvais chasseur, est un bon chasseur, je sais plus. Et moi j'ai appelé ça oui le pong, ils ont fait un genre de pong bière. Après moi j'ai bien ri aussi, quand, Jamie sort, à un moment ils sont tous en train de discuter au bord d'un feu, enfin je sais plus, c'est dans sa quête perpétuelle de gars pour faire sa milice là, qui nous a tous, un peu, saoulés et il dit, Oui. «J'ai voulu aller pisser mais je l'ai pas retrouvé». N'importe quoi. J'étais morte de rire et après tu sais quand il se fait mordre parce que le pauvre il lui arrive que des conneries aussi quand même à Jamie, il faut le dire, il s'est quand même fait manger par un serpent. Enfin, c'est ça, hein, il se fait mordre, par un serpent à un moment. Ouais, il rentre, donc avec beaucoup de peine encore une fois Roger, tu vois? Toujours dans les sales coups, il lui arrive que des conneries et quand il rentre, il y a Claire qui parle d'autopsie donc déjà on voit qu'il fait une drôle de tête genre: «Attends autopsie, waouh, waouh, doucement» et après elle lui dit: «Oh dis donc, on dirait que tu as été rôti à la broche», en regardant son bobo donc là, tu vois, elle continue, elle insiste alors que le mec il vient de se faire mordre par un serpent et qu'il va C'est crever clair. quoi et là tout Et- à coup Jamie lui dit: «Claire, tu devrais travailler ta relation aux malades». Mais moi j'étais morte de rire. Il la renvoie dans les cordes, ouais, ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, il est mordu, pardon, juste en dessous du genou, hein. Si bien qu'il y a un autre enjeu qui est celui potentiellement de scier sa jambe et de l'amputer, quoi. Oui, Mais improbable en tout carrément. cas. Improbable. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je sais ce que tu penses et il n'en est pas question. Je ne vais pas mourir. Et je ne veux pas vivre avec une demi-jambe. Cette idée me fait horreur. Crois-moi, l'idée ne m'enchante pas non plus, mais... S'il faut choisir entre ta jambe et ta vie, Ce n'est pas le cas. Jamie, ça peut le devenir. C'est hors de question. Très bien. Alors donne-moi cette maudite scie que je puisse la ranger. Ta parole. Ma quoi? Ta parole. Il se peut que la fièvre me fasse délirer. Si tu me coupes la jambe, je ne pourrai pas t'en empêcher. Si tu es dans cet état, je n'aurai sans doute pas le choix. Toi, peut-être pas. Mais je l'ai encore. Et quand ils vont chercher les asticots dans la forêt, le moment what the Oui. fuck. Ah là Ah, là, et avec l'autre, le Josiah lapin qui dit: mort. «Je les ai trouvés dans un lapin». Josiah, tout fier, tu sais? Horrible. Genre le mec il retrouve, je sais pas, Et j'en ai un une trésor autre quoi. de scène what the fuck où à un moment donné ils sont près du champ de bataille, Claire et Jamie dans une tente Jamie donc c'est son anniversaire, il fête ses 50 ans, il est allongé avec sa dulcinée à côté, il soulève son caleçon, il vérifie que tout est bien en place et il dit que en gros hein, son sexe est toujours bien dressé et bien raide le matin donc tout va bien. J'ai pu j'ai plus la formule exacte en place, je vais essayer de vous retrouver l'extrait, mais c'était trop drôle, Oh quoi. oui, vas-y, retrouve-nous l'extrait. Je suppose qu'il me reste encore quelques heures. Je suis venu au monde à 6h30. Ce qui fait que j'aurais vécu un demi-siècle à l'heure du souper. Ouais. Et tu penses te désintégrer beaucoup d'ici là? Veux-tu que je t'apporte une canne? Ou un cornet acoustique? Quoi? Je devrais pouvoir rester entier jusqu'à ce moment clé. Quant à la machine... Tout a l'air de parfaitement fonctionner. Aucun signe de mollesse, en tout cas. Tant mieux. Et aussi, tu sais le coup du bison dans le jardin? Oui, Le bison qui euh, arrive dans le jardin, tu fais: «Non mais attends, c'est what the fuck quoi, qu'est-ce qu'il fout là?» on est d'accord. Par contre, pardon Hélène, je vais égratigner un peu ta série, mais les effets spéciaux sur cette scène, aïe aïe aïe, quand il balance Brianna, aïe 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 aïe, ça pique, hein. C'est pas Star Trek, hein, elle a juste roulé boulet alors qu'il aurait dû largement la piétiner comme C'est une, tu clair. vois? Ah, c'est clair, donc Mais bof bof ouais, bof. ouais. Alors Hélène, cette saison 5, du coup, on la met où?
On la classe où? Dans mon classement? Ouais, parce que là, en premier, je sais que tu adores la première et moi aussi. Enfin, adorer, c'est un grand mot. La deuxième partie de la première est très bien. En 2, la quatrième. La cinquième, tu la mettrais où? Alors, la 1, la 1, c'est vraiment ma préférée, on est d'accord. Et ben moi, la 5, tu vois, je la mettrai en deuxième position. Ah, elle passe devant la 4. D'accord. Bon. Ah bah oui, parce que Roger pendu, Murtock qui meurt, l'histoire de Jocasta, Jamie qui se fait mordre par un serpent, le retour de Yann, on sait pas trop ce qu'il fait, mais bon bref, voilà. Non, non, moi j'ai bien aimé cette saison, en plus, ça se termine d'une façon quand même horrible quoi, enfin c'est vraiment, marquant, c'est des épisodes marquants donc voilà. Et toi? D'accord, c'est marrant. Moi, je laisserai quand même la quatrième en deuxième. Je la trouve beaucoup plus équilibrée et j'étais beaucoup moins ronchon. Réécouter l'émission sur l'épisode 4 sur l'intégralité de la saison. Je trouve que ouais, c'est l'une des saisons, si ce n'est peut-être la saison la plus équilibrée. Mais quand on recherche des épisodes très forts, en effet, je mets la une surtout devant. Je la mettrai en troisième position quand même, la cinquième. Donc pour moi, saison 1 en premier, saison 4 en 2, saison 3 en 5, saison 5 en 3 et la 2 en dernier. Voilà, puisque c'est la cata, la 2. Oui, ah ouais, on est d'accord, hein. Alors moi pareil, enfin pas pareil, non, j'ai saison 1 en premier, saison 2 en dernier, on est d'accord. Mais en deuxième position, je mets la 5 à cause de la mort de Murtog et de Roger. En troisième position, moi je mets la 3 quand D'accord. on est en post-Culloden avec le retour de Claire parce que je trouvais des épisodes vraiment très émouvants aussi. La 4, je la mets en quatrième position. Donc tu vois, la 1 en 1, la 5 en 2, la 3 en 3, la 4 en 4 et la saison 2 en dernier pour le moment. Parfait. Si vous n'avez pas tout le classement en tête, c'est pas grave, vu qu'on va, en parlant de la dernière saison, on va faire un bilan général et on va faire un classement général de ce qu'on a préféré, de l'ordre de nos saisons préférées à nous, de la meilleure à la moins bonne. On va s'arrêter là. Je rappelle que cette saison 5 d'Outlander, tout comme l'intégralité de la série, est disponible donc sur la plateforme Netflix. Enfin, on va attaquer la prochaine fois le dernier épisode sur Outlander. Je tiens à remercier ma partenaire du jour. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi, Junior. Merci pour ton courage. Sachez que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur votre appli podcast préféré. On garde les bons réflexes, un commentaire et 5 étoiles pour soutenir notre podcast et montrer que vous l'aimez. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, la saison des séries, et sur Twitter, @pilote parfait. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!